Bonjour Clémence, merci de nous accueillir pour parler de Séquence 7 et puis de toi également. Alors l'émission de Séquence 7, c'est vraiment de créer un espace à la fois de partage pour les scénaristes émergents, donc les personnes qui veulent devenir scénaristes professionnels et qui sont au tout début de leur chemin. Donc à la fois créer des espaces de partage et de leur donner des outils nécessaires à la fois à la compréhension du métier et aussi des outils dramaturgiques, d'écriture, etc., etc. Ça c'est vraiment les deux piliers importants, on va dire, de Séquence 7. Donc ce n'est que pour les débutants? C'est que pour les débutants, tout à fait. On est vraiment une association de par et pour les scénaristes émergents. Alors, on appelle scénaristes émergents, bien sûr, les gens qui débutent, qui écrivent leur premier scénario, aux personnes qui signent leur premier contrat, et même ensuite, souvent, les gens qui se professionnalisent restent à Séquence 7 pour l'ambiance, pour les rencontres, pour plein de choses. Mais notre cœur d'activité, c'est les scénaristes émergents. Vous avez combien d'adhérents actuellement à Séquence 7? On en est à 250. De toute la France? De toute la France, oui, tout à fait. Alors, donc Séquence 7 a été créé en 2001, à l'époque par l'ancêtre de la guilde qui s'appelait le Club des auteurs. Il y avait deux syndicats, le Club des auteurs et l'UGS. Et quand ils ont fusionné, en fait, Séquence 7 est sorti des statuts de la guilde et a pris son indépendance. Et on est devenu une association indépendante à ce moment-là. On a un peu pataugé au début pour se retrouver, trouver une identité, et vraiment ce qu'on voulait vraiment être et faire. Et là, depuis quelques années, on est vraiment reparti d'un bon pied. Donc c'est une belle aventure. Les deux prochaines grandes étapes qui arrivent, ça va être le Festival Scénariste de Valence, où on est présent, on fait un atelier, on fait un apéro pour que les gens connaissent l'association, etc. Donc comme ça va être les 20 ans du festival, je pense qu'on va être très présent. Et la prochaine grande échéance, ça va être les 300 adhérents, même si on n'y est pas encore, mais je pense qu'on va très vite. En un an, là, on a pris 50 adhérents, donc bon. Et sinon, il y a beaucoup de grands ateliers là, qui arrivent, ce qu'on appelle des ateliers longs, donc ça c'est vraiment des grands moments souvent dans la vie de Séquence 7, donc ça va être... Alors, c'est vrai que c'est un grand débat. Souvent, les jeunes auteurs, ils arrivent en disant oui, mais comment je peux avoir un producteur et je sais pas trop, est-ce qu'il va pas essayer de m'avoir, etc. Il faut savoir qu'un producteur, il a besoin de nous comme on a besoin d'eux. Donc, il faut vraiment considérer que le producteur, c'est une relation d'égal à égal, d'une part. Et moi, je pense que c'est une relation qui peut marcher que s'il y a de la confiance d'un côté et de l'autre. Donc, une fois que ça s'est dit, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on le met en place? Nous, à Séquence 7, on essaye à la fois déjà de faire des rencontres avec des producteurs ou des directeurs littéraires pour montrer que c'est des gens comme les autres et qu'ils ont les mêmes soucis et les mêmes angoisses que les auteurs finalement. Les mêmes attentes aussi. Et les mêmes attentes, tout à fait. C'est qu'ils sont vraiment toujours à la recherche de projets, ils aiment rencontrer les gens, les producteurs, et donc il ne faut pas hésiter non plus à aller les voir, ils sont très ouverts, donc il ne faut pas en avoir peur. Un jeune auteur vient de terminer un scénario. Quand je dis jeune, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de premier scénario. Que peut-il attendre de Séquence 7? Alors, ce qu'il ne peut pas attendre de Séquence 7, c'est que Séquence 7 lui fasse signer son projet chez un producteur. On n'est pas du tout agent. Par contre, ce qu'il pourra trouver à Séquence 7, c'est d'une part des lecteurs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs ateliers où on se fait lire nos scénarios, de courts-métrages, des livres de séries, etc. Donc c'est très important souvent d'avoir des premiers retours de scénaristes avant de faire lire les projets. Et ensuite, il aura un aperçu de comment est-ce qu'on fait pour vendre son scénario. Donc il pourra apprendre à le pitcher, par exemple, pendant l'atelier sur le pitch. Il pourra rencontrer des producteurs et peut-être, si le producteur est intéressé, le faire lire, etc. Donc c'est vraiment ce côté échange et outils. Alors nous, à Séquence 7, on part du principe qu'on est un premier pas, c'est-à-dire qu'on met le pied à l'étrier des scénaristes émergents. On n'est pas du tout chez nous sur les formations que peuvent offrir par exemple les écoles comme ceux-là, comme la FEMIS ou comme toi. Où on est plus vraiment sur des outils et des bases. Et après, si les auteurs veulent approfondir, il faut en effet qu'ils se dirigent vers des organismes de formation plus pointus, qui durent plus longtemps. Nous, on a vraiment une philosophie de jeter des graines, on va dire, pour que les gens après fassent le travail. Parce que c'est vrai que c'est au scénariste de faire le travail. De travailler, etc. Les romanciers, les auteurs de théâtre sont également des scénaristes d'une certaine façon.
Séquence 7 leur est-elle ouverte? Alors, oui, mais nous on est vraiment sur le scénario audiovisuel en premier lieu. C'est-à-dire que c'est vrai que tous nos ateliers principalement sont sur le scénario audiovisuel. Par contre, on a beaucoup à Séquence 7 de gens qui sont à la fois auteurs et romanciers, auteurs de BD. On a même beaucoup de jeux qui font du jeu vidéo. Ou alors après ils sont acteurs ou réalisateurs, enfin bref, il y a plein de profils différents, donc c'est vrai qu'on essaye de faire des ponts avec les autres types de dramaturgie. On a fait une masterclass il n'y a pas longtemps avec un auteur de théâtre, justement un auteur de jeux vidéo, pour essayer de comparer ce qui était comme le scénario ou différent du scénario, etc. Et c'est important que ça se nourrisse de toute façon, tous les types de dramaturgie. Donc voilà, c'est vrai que s'ils ont aussi le corps de métier de scénariste, ils seront les bienvenus. S'ils sont que dans le roman ou que dans le théâtre, par exemple, c'est vrai qu'on ne pourra pas trop leur offrir les mêmes choses. Alors, il y a deux manières. La meilleure manière, c'est de venir nous voir. On fait des apéros tous les premiers mercredis du mois dans un bar à Bastille qui s'appelle La Planque, à partir de 18h30, pour venir rencontrer à la fois l'équipe et les adhérents. Et ensuite, il faut nous envoyer un mail à séquence7@gmail.com avec un CV, une lettre de motivation et du dialogué. Donc ça peut être un scénario de court-métrage, on demande au moins 10 ou 15 pages. Donc un scénario de court-métrage ou un petit bout de long-métrage. Sachant que ce qui compte pour nous, c'est pas forcément le fond, c'est plutôt la forme. C'est-à-dire que sur le scénario, on va regarder si la personne a au moins déjà ouvert un manuel de scénario, c'est présenter ses dialogues, ses didascalies, etc., etc. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est la lettre de motivation. C'est-à-dire que c'est là où on voit vraiment si les gens peuvent trouver à Séquence 7 les choses qu'ils attendent. Voilà, et si on peut leur offrir aussi ce qu'ils cherchent et s'ils seront à leur place parmi nous. Donc vous refusez du monde? Ça nous arrive. C'est assez rare, mais ça nous arrive de temps en temps. Alors, donc, Séquence 7, on est vraiment une team, hein. On est 15 au conseil. Je dirais la spécificité du job de présidente, c'est vraiment le côté représentation de l'association. C'est-à-dire que c'est principalement moi qui vais soit en festival quand il faut faire des présentations de Séquence 7, ou alors à la rencontre des partenaires un peu privilégiés comme la SACD ou comme les différents partenaires qu'on peut avoir. Voilà, et d'autre part, c'est quand même un peu être le capitaine du navire, parce qu'on est quand même un gros paquebot maintenant. Donc voilà, moi j'essaye en tout cas d'être vraiment à la fois présente à toutes les réunions, de donner mon avis sur toutes les décisions qu'on peut avoir à prendre, et aussi d'insuffler, parce que c'est très important pour moi, la bienveillance au sein de Séquence 7. Pour moi c'est vraiment mon cheval de bataille, on va dire, c'est que vraiment pour moi c'est très important que les gens soient là dans un esprit de bienveillance et de partage, parce qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on n'est pas là pour dans la jalousie et la compétition. Donc voilà. En te connaissant depuis longtemps, je peux témoigner de ta bienveillance. C'est gentil. Séquence 7, c'est aussi une équipe de passionnés, de professionnels. Peux-tu nous les présenter? Oula, alors il y en a pas mal, donc on est 15 comme les je principaux, on va dire. Voilà, mais tout le monde est important parce qu'en fait, le conseil ça marche comme ça, on a chacun nos particularités et les éléments qu'on aime le plus. Donc on a des commissions à l'intérieur de Séquence 7, on a une commission communication, on a une commission partenariat, on a une commission atelier, on a plein de commissions différentes et chacun aide comme il peut là où il a ses forces. Alors je vais citer les 15 personnes sans oublier. Donc il y a Edouard qui est derrière la caméra, donc il y a Alban qui est mon vice-président, il y a Camille qui est le trésorier et Sébastien qui est vice-trésorier, Hélène qui est secrétaire et Gilles qui est vice-secrétaire. Ensuite il y a Coco, Joël Garance, Joël Garance, Nicolas Robert, Nicolas Mourgère, Raphaël, Tom Thomas, Céline, et je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà, donc on est vraiment à des postes très différents, chacun nourrit. De toute façon, on est tous bénévoles, il faut le savoir. Donc c'est vraiment toute l'énergie qu'on y met, le temps qu'on peut y mettre, et on répond aussi beaucoup aux demandes des adhérents. Donc si les adhérents mettent de l'énergie, nous on a de l'énergie, quoi. Alors moi j'ai adhéré à Séquence 7 en sortant de la fac en 2010. J'ai fait Master Pro Scénario Audiovisuel à Nanterre. T'as eu de bons profs? J'ai eu très bons profs. Et donc j'ai adhéré tout de suite, mais c'était à l'époque où Séquence 7 sortait de la guilde, donc c'était encore un peu flottant pour moi. Et je suis beaucoup allée aux apéros au début,
Et j'ai vu qu'ils cherchaient des gens, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et j'ai été élue au conseil d'abord comme conseillère normale. Et j'ai fait 1 an comme conseillère normale. Et Jérémy Bonheur, qui était président à l'époque, savait qu'il voulait partir et voulait former quelqu'un à la présidence. Donc il m'a proposé de faire une année à 2 présidents pour me former. Donc j'ai dit oui, donc j'ai fait une année à 2. Et puis après, j'ai fait toute seule. Et puis voilà, c'était parti. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petite? Alors, je rêvais souvent de faire les métiers que je voyais à la télé, parce que je regardais beaucoup de la télé quand j'étais petite. Mais principalement, je crois que je voulais être archéologue. Oui, parce que j'avais lu un bouquin sur des archéologues, c'était un peu Indiana Jones, mais un bouquin, et je me suis dit, ça a l'air trop bien, c'est ça que je veux faire. Et j'ai compris qu'après coup, qu'en fait, je voulais raconter des histoires d'archéologues et pas être archéologue, mais c'était pareil. Quelle est ta plus grande fierté professionnelle? Déjà, c'est d'arriver à vivre de mon métier, ce qui n'est pas évident, d'arriver à vivre du scénario. Et après, pour le petit côté égo, c'est d'avoir été finaliste à un concours de scénario aux États-Unis qui s'appelle le Sir Peter Ustinov Prize, qui est un concours de pilote de séries télé. Voilà. Et inversement, ton plus grand regret, si tu en as? Eh ben, j'en ai pas encore. J'espère ne pas en avoir incessamment sous peu, mais pour l'instant, de regrets, j'en ai pas. Formidable. Alors, je pense que c'est bien, mais que ça a vraiment les défauts de ses qualités. Je pense que ça permet vraiment à des petits projets autoproduits ou des projets dans des genres qu'on ne verrait pas habituellement d'être montés. Donc ça, c'est vraiment super. Après, quand je vois des grands noms ou des gens qui sont censés déjà être financés justement par les institutions qui utilisent le crowdfunding, ça me dérange un peu parce qu'il faut savoir que souvent les gens qui participent au crowdfunding, c'est des gens comme vous et moi et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, il faut le dire. Donc du coup, c'est vrai que à la fois, je trouve ça dommage quand il y a un peu des abus de la part des personnes qui devraient être financées, mais je trouve ça super quand c'est des petits projets ou des choses vraiment indées qui peuvent être montées comme ça. Est-ce que ça n'a pas le risque aussi d'éviter de se confronter à la vie d'un producteur? Ah oui, ça c'est sûr, que si on espère juste monter les choses dans son coin sans jamais se faire lire ou sans jamais aller voir des producteurs, ça n'est pas garant de qualité, on va dire. Alors en ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle Cut, qui passe sur France O. On est en train d'écrire la saison 5 et je travaille à la fois sur les épisodes télé et à la fois sur la partie transmédia, parce que c'est une série transmédia. Donc tous les contenus qui sont en supplément sur internet, sur une appli, etc. etc. Donc c'est assez fun. Sinon, je suis en train de préparer un court-métrage que je vais tourner, que je vais réaliser. C'est une grande première pour moi. Je travaille sur une web-série aussi que je viens de finir d'écrire qui s'appelle Sur le fil, que j'ai écrit avec Alban Ravassar. Donc on est en financement, c'est pareil, on espère pouvoir tourner bientôt. Et plein d'autres projets en écriture à divers stades, comme tout le monde finalement. Formidable. Quel film aimes-tu citer en exemple pour ses qualités scénaristiques? Il y en a plein, dans des genres différents. Je dirais Little Miss Sunshine, pour ce qui est vraiment à la fois comédie et chronique familiale et émotion, entre guillemets. Je dirais La mort aux trousses pour tout ce qui est... c'est un classique, mais c'est tellement efficace que voilà. Ouais, déjà, ces deux-là, c'est déjà bien. Inversement, quel film représente pour toi l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire? Il y en a plein aussi. Je dirais les films faciles comme peuvent être des franchises qu'on adapte au cinéma sans citer personne. Je dirais genre Is No Good ou Aladdin, ce genre de choses qui sont un peu des... Voilà, pour moi c'est de la facilité. Écrire déjà, beaucoup, tout le temps. Et surtout avoir confiance en soi et en sa voix et en ce qu'on écrit, mais être humble et ne pas s'attendre à ce que ça marche du jour au lendemain et être patient. C'est un métier où il faut être très 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 patient. Cultiver la patience. Quel est le dernier billet que tu as acheté? C'était un billet pour le Quai Branly, le musée du Quai Branly, qui est le musée des arts primitifs ce week-end. Tu le recommandes? Je recommande chaudement, tout à fait, c'est très très intéressant. Vous en parlez un petit peu? Oui, alors
enfin, moi, ce que je trouve assez incroyable avec ce musée, c'est que, outre le fait que ce soit très, très beau et très bien scénographié, c'est un musée sur les arts primitifs des populations, mais du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on trouve il y a beaucoup de masques, beaucoup de statues, beaucoup de choses religieuses et spirituelles sur des populations qui existent en même temps que nous. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant de voir qu'il y a encore des choses comme ça. Et c'est très inspirant, je trouve, ce retour au matériel, En tant que scénariste, ça t'inspire? Ah, toujours. Dans un musée. Quel est ton film préféré? Tu peux en citer plusieurs. Non, je vais en citer qu'un, ça c'est vraiment mon film préféré, c'est Raison et Sentiment d'Ang Lee. Quel est le film honteux qui te fait du bien? On en a tous, hein. On en a tous, ok, je me lance. Non, c'est La Tombe Montparnasse infernale d'Eric et Ramsey. Ça me fait toujours beaucoup rire. Quelle est la dernière chanson que tu aies volontairement écoutée? La chanson d'introduction d'une comédie musicale qui s'appelle Alexander Hamilton, qui a été créée l'année dernière, et qui joue en ce moment à Broadway, je crois. Et elle a de particulier que c'est l'histoire d'un des pères fondateurs de l'Amérique, mais que c'est la seule comédie musicale qui a été écrite tout en hip-hop, rap, enfin des musiques de la rue, et qui n'est jouée que par des acteurs de couleur. Ce qui est très très tendancieux en ce moment aux États-Unis, mais du coup c'est bien. Le chocolat. Le chocolat. Ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, ça doit être devant une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, qui est une série comédie qui passe sur une chaîne américaine, je ne sais plus laquelle. Et voilà. Quelle est la blague courte qui te fait plus rire? Alors elle me fait rire que moi, mais c'est avec quoi est-ce qu'on ramasse une papaye? Avec une foufourche. Ton voyage rêvé que tu n'as pas encore effectué? D'aller voir le Taj Mahal. D'aller voir le Taj Mahal en Inde. Oui. Ça t'inspirait aussi? Ah ouais, c'est vraiment... Je le garde un peu parce que je sais qu'une fois que j'avais fait ça... Et je sors mon Dalek. Donc ceci est un Dalek. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Dalek, c'est les méchants dans une série anglaise qui s'appelle Doctor Who. Et c'est vraiment les méchants les plus méchants qui existent. Globalement, c'est une poubelle à l'envers avec un truc comme ça et un truc comme ça. Et ce Dalek-là, il a été dédicacé par Steven Moffat, qui est le showrunner actuellement de la série, qui est venu au Comic-Con à Paris. Bon. Et qui m'a porté bonheur depuis, donc du coup, je le garde toujours avec moi. Une question, je crois que c'est vraiment que, je vais citer les Beatles en disant Love is all, c'est vraiment, voilà, il faut, la bienveillance et l'amour peuvent conquérir le monde, il faut juste faire l'effort de l'être. Ah oui. Est-ce que je fais partie d'un collectif d'auteurs? Comme ça, j'en profite. Vas-y. Voilà. Donc, je fais partie même de 2 collectifs d'auteurs, même 3. Parce que les collectifs, c'est super. C'est une autre alternative aussi à Séquence 7. C'est vrai que souvent on nous demande mais c'est quoi la différence entre Séquence 7 et les collectifs? Les collectifs, c'est vraiment des petits groupes de gens qui se connaissent très bien et qui peuvent échanger sur des textes, etc. Donc moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Indélébiles. Je fais partie d'un autre collectif où là, on écrit vraiment plus ensemble, où on est 4, qui s'appelle les Lucky Bastards. Et je fais partie d'un autre petit collectif d'auteurs français écrivant en anglais qui s'appelle French Connection. Voilà. La différence avec Séquence 7, c'est que c'est plus réduit et que vous travaillez que sur des projets personnels. Exactement, et c'est pas une association, c'est pas du tout, il n'y a pas de forme légale pour les collectifs, c'est vraiment des gens, on se retrouve une fois toutes les 2 semaines et puis on signe nos projets, on écrit ou on discute. Mais c'est très important d'être avec des gens qu'on connaît bien et à qui on fait confiance, parce que quand on fait des textes, souvent c'est vrai qu'on s'expose. Et là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment tous amis et que du coup, ça nourrit beaucoup de choses. Ce sont des groupes fermés, je présume. Tout à fait.
qu'il y a toujours des millions d'histoires à raconter et qu'on a la chance d'être à une époque où on a beaucoup de moyens de les raconter. Un pays aussi qui permet beaucoup. Il y a un pays qui permet beaucoup de les raconter et qu'il faut arrêter de voir que le côté négatif parce que vraiment on a de la chance, on a le CNC, on a les CCD, on a plein d'institutions, on a plein de plateformes avec Internet, on a accès à plein de choses pour vraiment presque rien. Et il faut vraiment s'emparer de ces outils et raconter les histoires qu'on veut parce que c'est ça qui compte. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous et puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi et à très vite.